Donc le lourd défi de vous tenir en attention cet après-midi, à la rentrée, en plus. On a vu ce matin, donc on a eu une vision d'ensemble de la transition écologique avec ses enjeux démocratiques, sociétaux, environnementaux, économiques, larges. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec à la fois énergie, environnement sous l'angle des énergies traditionnelles et des énergies renouvelables et nouvelles énergies. Donc, dans un premier temps, on va partir sur les énergies traditionnelles. Un petit rafraîchissement parce que vous avez tous très chaud. Cet été, il y a eu sur France Culture, rien à voir avec la transition écologique, mais on va y venir quand même, 2 très bonnes petites émissions. L'une qui s'appelait Un été avec Pascal, d'Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, et 2, L'aventure de la liberté, Beaumarchais, avec Éric Orsena. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que pendant l'été, je me suis dit, mais la transition écologique, c'est plein de contradictions, c'est plein de complexités. Et un matin, au petit déjeuner, j'ai entendu cette phrase de Pascal. « Tous les hommes errent d'autant plus dangereusement qu'ils suivent chacun une vérité. À la fin de chaque vérité, il faut ajouter qu'on se souvient de la vérité opposée. À la fin de chaque vérité, il faut ajouter qu'on se souvient de la vérité opposée. » Alors je me suis précipité sur le site de 5T pour me dire, est-ce qu'on est bien sur cette ligne pascalienne? Eh bien oui, dans la vision de 5T, l'équation de la transition écologique repose sur la prise en compte de plusieurs variables qu'il convient de traiter simultanément, bien que recouvrant des enjeux opposés ou contradictoires. Donc c'est face à cette complexité que nous faisons face dans cette transition écologique qui doit accélérer entre économie et écologie, entre environnement et territoire. Et quant à Beaumarchais, je vous en parlerai un peu plus tard, puisque les propos de M. Lepers permettront d'en parler. Donc nous commençons ce cycle sur les énergies traditionnelles avec Laurent Blaisonneau, qui est associé d'Enea Consulting, qui a une formation à la fois d'ingénieur et commercial, IFP et SEC, et qui va nous parler des biogaz. Il va nous introduire les biogaz de façon très concrète. Merci. Merci Luc. Un grand merci à la Fondation pour l'opportunité de venir présenter des travaux et puis à Diana pour l'organisation. Donc en effet, l'objectif est de venir présenter, et ça fait écho à l'introduction, sur la complexité des interactions entre les différents systèmes et notamment le territoire, et parler des externalités, des valeurs locales de la filière biogaz et biométhane française, des travaux qu'on a menés en fin d'année dernière, qui ont pu être reprises aussi dans la suite du contrat stratégique de filière qui a été signé entre les acteurs de la filière et les représentants de l'État en fin d'année, et qui continue avec les acteurs économiques et notamment les acteurs du monde agricole sur ces enjeux d'externalité et de valeur locale du biométhane. Je vais avancer rapidement. L'objectif, c'est de vous présenter rapidement les conclusions d'une étude, justement, pour aller un peu à l'encontre des vérités, et si le biogaz n'était pas de l'énergie, mais autre chose. On a mené une étude l'année dernière avec les acteurs de la filière qui avait 2 principaux objectifs, qui étaient de cartographier, d'écrire et proposer une première méthode d'évaluation de l'ensemble des services qui sont rendus par ces projets qui sont inscrits dans les territoires, donc des projets qui traitent des déchets, des effluents d'élevage par exemple, et de travailler sur un deuxième objectif qui était de regarder comment on pouvait améliorer la compétitivité de ces installations et de la filière biométhane. Je vais me concentrer sur ce premier point pour cet exposé de 10 minutes, pour coller au thème de la valeur ajoutée sur les territoires. Donc c'est une étude qu'on a menée avec l'ensemble des parties prenantes de la filière et qu'on a co-réalisée avec un bureau d'études spécialisé de la méthanisation qui s'appelle Astrad. Et donc je vais vous présenter les principaux résultats. Petite introduction, Luc, vous m'aviez demandé. Quand je parle de biogaz, je parle de digestion anaérobie de déchets, donc de déchets organiques qui sont, on va dire, mélangés dans un méthaniseur pour lequel on va produire du méthane et un certain nombre de polluants.
et ce qu'on appelle du biogaz. Donc ce gaz qui sort, c'est du biogaz, c'est du méthane et un certain nombre autres de polluants. Et après, soit ce biogaz est épuré et on peut en faire de l'électricité par de la cogénération, par un moteur, soit ce biogaz est épuré et on n'en garde que du CH4 et on en fait un équivalent au gaz naturel qu'on introduit dans le réseau. Et là, on parle de biométhane. Biogaz pour de l'électricité et biométhane quand on a un usage qui est plutôt un usage équivalent au gaz naturel, soit pour de la mobilité ou dans le réseau. On a l'habitude de segmenter un peu la filière en 5 grandes filières. La valorisation de biogaz issu des stations d'épuration, des décharges et sur certaines stations industrielles, stations d'épuration industrielles. Et 2 autres filières qui sont la méthanisation agricole, qu'elle soit collective ou sur un site donné, une exploitation agricole, et la méthanisation territoriale. Ce qui nous a intéressé, c'est ces 2 dernières filières, puisque ce sont des filières ou des projets qui sont réellement ancrés, on va dire, dans le territoire, et qui viennent capter un certain nombre de flux et qui rendent des services au territoire. Et toute la question qu'on s'est posée pendant cette étude, c'était justement d'essayer de cartographier ces services et de changer un peu la vérité, puisqu'historiquement, la méthanisation et le biogaz, c'est absolument pas une unité de production d'énergie. Ça a été développé il y a plusieurs dizaines d'années, même plus que plusieurs dizaines d'années, pour réduire les charges polluantes que les industriels remettaient, on va dire, au milieu naturel, et notamment réduire ce qu'on appelle la DCO, les charges organiques qui sont contenues dans les effluents. Et donc les sites industriels s'équipaient de stations d'épuration dans lesquelles on venait digérer cette charge organique. Mais le méthane n'était absolument pas valorisé. Il était torché ou, pire, il était remis à l'atmosphère sans qu'on s'en occupe. Et donc, avec la transition énergétique au fil du temps, des procédés se sont créés pour optimiser la production de ce méthane et en faire de l'énergie. Mais c'est à la base un procédé de dépollution. Donc on s'est posé la question, et donc dans cet euro par mégawattheure, on parle beaucoup des chiffres de la PPE. Actuellement, on est sur des coûts de production entre 90 et 100 euros par mégawattheure. On estime qu'on peut descendre entre 60 et 80. Mais sur ces 90 euros et 100 euros par mégawattheure, la grande question, c'est que ce n'est pas 100 euros d'énergie. Donc le comparer au gaz naturel ou au prix de marché du gaz naturel, on peut le faire. Il faudrait rajouter la taxe carbone parce que ce gaz peut être considéré pas un impact nul, mais quasi. Mais ce n'est pas 100 euros d'énergie. Donc quand on produit du biogaz et qu'on a 100 euros par mégawattheure, il y a autre chose derrière. Donc on s'est amusé à regarder tous les services et toutes les externalités positives issues de ces installations sur les territoires. Donc on en a listé à peu près 80, qu'on a répartis en 3 grandes catégories. Des externalités qui sont liées aux enjeux énergie-déchets. Alors typiquement, les biodéchets des collectivités ou des industriels, la méthanisation est une voie de traitement. Donc on rend un service de traitement des déchets qui n'est absolument pas un service énergétique, qui est à la base un service d'élimination de déchets. Des externalités qui sont liées aux activités économiques, on crée de l'emploi qui n'est pas délocalisable, il y a des enjeux de maintenance, d'opération de ces installations. Des externalités qui sont principalement liées aux enjeux des pratiques agricoles. Notamment la diminution au recours aux engrais minéraux et la limitation, ce qui fait un peu aussi débat public, la limitation des pollutions des nappes phréatiques dans certaines zones. On parle des algues vertes en Bretagne, et la méthanisation est un process qui permet de limiter cette pollution au niveau environnemental. Donc pour chacune de ces externalités, on s'est posé 2 grandes questions. Est-ce qu'on est capable de les évaluer et de les quantifier? C'est-à-dire, si j'ai un territoire sans méthanisation ou avec méthanisation, quel est l'impact positif ou négatif de cette méthanisation sur ces externalités? Et deuxième question, est-ce qu'on est capable de lui donner une valeur monétaire? Puisqu'on vit quand même dans un monde économique et on parle d'euros par mégawattheure d'énergie. Et est-ce qu'on est capable de donner une valeur monétaire et de le convertir dans cette même unité pour essayer de valoriser et de comprendre du point de vue systémique, quelles sont les autres valeurs ajoutées apportées par la méthanisation sur les territoires. Donc on a fait ce travail pour les 80 externalités qu'on a identifiées. On en a à peu près monétisé un quart. Il y en a 3 quarts qui sont sur lesquels on n'a pas de données soit quantifiables ou l'équation économique est compliquée. Donc les travaux continuent avec un certain nombre d'acteurs de la filière, notamment une association qui s'appelle France Gaz Renouvelable, qui a lancé, suite au contrat stratégique de filière, des travaux pour justement essayer de monétiser ces externalités. Alors à titre d'exemple, notamment sur la partie pratique agricole, alors des choses assez simples qu'on a pu monétiser, c'est la diminution des recours aux engrais minéraux, puisqu'on est sur de la réduction de coûts pour l'exploitation, et puis la limitation de la pollution des eaux. Alors, typiquement, si on a une méthanisation, on va réduire la fuite, par exemple, de nitrates sur
le territoire, et on va économiser du point de vue collectivité des traitements plus lourds derrière pour venir traiter cette eau qui aurait été polluée. Donc c'est un gain pour la collectivité. Donc quand on investit dans une unité de méthanisation, on a aussi un gain indirect pour la collectivité qui est une économie d'investissement sur une pollution qui n'est pas à traiter derrière. Et donc on a fait la somme de l'ensemble de ces externalités. On s'est toujours posé la question de quel type de bénéfice, est-ce que c'est un bénéfice financier, coût sociétal, et quels étaient les bénéficiaires de ce bénéfice. La grande complexité, c'est que même si on met des euros derrière, c'est des euros qui sont factices. Ils ne sont pas payables, il n'y a pas de revenus financiers, si ce n'est pour certains. Quand on va éliminer des biodéchets, par exemple, les unités de méthanisation peuvent être payées. Mais quand on vient réduire une pollution de nappe phréatique, l'État ne va pas vous payer pour réduire cette limitation de nappe phréatique. Par contre, vous évitez un investissement derrière, collectif, qu'on aurait dû porter, de traitement de cette eau. Donc, il y a tout un rapport public qui existe que vous pouvez consulter sur notre site ou sur le site de France Gaz Renouvelable avec la méthodologie détaillée, et toutes les hypothèses ont été mises publiquement sur le calcul de ces externalités. Donc les travaux continuent notamment sur tout ce qui est amélioration de ce qu'on appelle l'agroécologie du point de vue agricole, amélioration des rendements par les cultures intermédiaires, avec des instituts tels que l'INRA pour avoir des observatoires et de retours d'expérience sur les installations qui sont en place. Ce qui est intéressant, c'est quand on somme un peu ce qu'on est capable de monétiser actuellement, on a noté 4 grandes parties prenantes qui bénéficient de ces valeurs. C'est l'État, mais l'État c'est nous, c'est le contribuable par des réductions potentiellement, je viens de parler de la pollution des nappes phréatiques, les consommateurs d'énergie, les producteurs de biodéchets et les agriculteurs. Alors, on estime à peu près entre 40 et 60 euros la valeur de ces externalités. Donc à remettre en perspective de ces 100 euros de coût de production, et seulement 3 à 4 euros pour les agriculteurs. C'est pas que c'est là où il y a le moins d'externalités sur le territoire, c'est que c'est là où on a le moins de données pour être capable de créer de la valeur. Il y a la plupart des externalités qui sont liées au monde agricole de la méthanisation. On a l'humilité de dire qu'on n'a pas encore le retour d'expérience pour quantifier l'impact positif et encore moins en donner une valeur économique derrière. Donc, ce qui résulte des résultats de cette étude, c'est que quand on regarde la somme de ces externalités, quand on parle d'euros par mégawattheure, on estime que 40 à 80 euros de ces mégawattheures ne sont pas de l'énergie. C'est d'autres services qui sont rendus par les méthanisations au territoire. C'est de la création d'emplois, c'est de la réduction de pollution, c'est du traitement de déchets, donc c'est la réduction d'émissions de CO2, et c'est 40 à 80 euros qui ne sont pas de l'énergie en tant que telle. Et l'étude, l'autre volet d'étude que je n'aurai pas le temps de vous présenter, illustre également qu'on peut gagner en compétitivité en termes de production de ce méthane sur des installations et faire tomber le coût de production à 2030 entre 67 et 80 euros par mégawattheure. Je ne dis pas qu'il faut soustraire les deux et se dire on enlève 80 à 40 et on a 20 euros ou 10 euros du mégawattheure du gaz. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est pour souligner la complexité entre des énergies renouvelables qui s'intègrent au territoire, qui créent énormément de valeurs, mais des valeurs qui ne sont pas forcément monétaires et qui ne génèrent pas forcément de flux financiers, mais qui sont à mettre en perspective en fait, des coûts de production de ces énergies qui sont à la base pas des énergies. On pourrait même dire que le biométhane, la production d'énergie, n'est qu'une externalité d'un contrôle de nos pollutions et de nos effluents qu'on remet au sol. Voilà. Merci pour le timing. Et merci pour cette remarquable présentation très concrète justement des enjeux entre externalité, temporalité et effet d'échelle, la difficulté à faire coïncider les deux, et ce qui fait une très bonne entrée en matière également pour le... donc merci beaucoup Laurent, on peut le féliciter. Et